Bonjour. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau cours. Pourquoi faudrait-il encourager et favoriser les petits élevages familiaux? Et pourquoi est-ce le contraire qui se produit le plus souvent? Première partie. Amateur, un vocable qui prête à confusion. Amateur ou amateur? Le sait-on encore? C'était hier que le principal argument commercial de la plupart des éleveurs de chiens ou de chats était la revendication d'être un élevage amateur ou familial. C'en était au point que même des élevages, tout ce qu'il y a de plus professionnel, n'hésitaient pas à tenter de maquiller ce professionnalisme autant qu'ils le pouvaient. L'éleveur professionnel dans l'esprit du public était celui qui gagnait de l'argent en élevant et en vendant les animaux. Et cela n'avait pas si bonne presse que cela. Au contraire, l'amateur était considéré à la fois comme un connaisseur et un véritable amoureux des chiens qu'il élevait. Et puis peu à peu, les connotations de ces deux mots se sont transformées. Professionnel a gagné en noblesse. On a occulté l'aspect activité rémunératrice pour exagérer le sous-entendu compétence et savoir-faire désormais liés à ce vocable. Dans le même temps, on a dévalorisé l'amateur pour en faire un dilettante incompétent et pourquoi pas plus ou moins malhonnête. Cette double évolution sémantique a ceci de remarquable qu'elle ne doit en réalité rien au hasard, puisqu'elle est au contraire le résultat objectif d'une manipulation des organisations précisément professionnelles auprès de l'opinion publique. Manipulation relayée pour diverses raisons par les pouvoirs publics. Il s'agit même d'une illustration, véritable cas d'école, de ce qu'une minorité organisée et agissante parvient à confisquer à son seul profit un vaste espace de liberté. Le but des organisations professionnelles en général, et ici des organisations professionnelles d'éleveurs, étant de se créer des espaces monopolistiques de production, supprimant de fait tout risque de concurrence. En clair, les éleveurs professionnels veulent être les seuls à produire des chiens ou des chats. Leurs objectifs sont simples, ils veulent le monopole définitif et absolu de la production d'animaux de compagnie. Ils veulent rendre impossible cette production aux autres. Mais pour arriver à cette fin, on ne se contente pas de manipuler le vocabulaire. Il y a une façon beaucoup plus radicale de créer des situations de monopole. L'invention continue et permanente de réglementation. Dans ce domaine, la France est peut-être championne du monde. Sous couvert des meilleures intentions du monde, les pouvoirs publics, pour avoir ou donner l'illusion d'une quelconque utilité, et les organisations professionnelles réglementent donc à tour de bras. Obligation de certificats, de diplômes, d'installation, de contrôle, de suivi administratif, comptable, fiscal, taxation, et bien sûr j'en oublie. Tout est bon pour décourager toute ambition, toute velléité de concurrence. C'est la lutte des artisans contre les auto-entrepreneurs, et dans le domaine qui nous occupe, des éleveurs professionnels contre les amateurs. Que là ne soit pas l'intérêt des amateurs, c'est l'évidence. Mais est-ce pour autant celui des consommateurs? Ici, les candidats acheteurs de chats et de chiens. Est-ce même réellement celui des professionnels? Nous allons voir que c'est exactement le contraire. Mais, remarque préalable, il faut savoir que cette tentation monopolistique n'a rien de spécifique à la société française. C'est au contraire la règle générale. On peut démontrer que presque partout dans le monde, les entrepreneurs se montrent souvent les premiers ennemis de la liberté d'entreprendre, les éleveurs de chiens et de chats comme les autres. Dans certains pays, ces derniers se montrent d'ailleurs encore plus efficaces que les Français. En moins de quelques années, les éleveurs professionnels belges, par exemple, se sont débrouillés pour rendre impossible l'élevage amateur. Aux États-Unis, les professionnels vont encore plus loin. Pour supprimer toute forme de concurrence potentielle, ils ont inventé de stériliser au sens propre cette dernière. Comment? Ils ne vendent plus précisément que des animaux stérilisés. Et cela va beaucoup plus loin que vous ne le pensez. La stérilisation ayant lieu très tôt, avant même la mise en place des organes génitaux, les animaux destinés à la vente n'ont plus d'appareil génital réellement fini, et ils vivront définitivement privés de toutes les fonctions hormonales normalement destinées à leur sexe. Il s'agit au sens propre d'êtres profondément diminués, quasi monstrueux, en tout cas
privés de manière définitive de la part essentielle de leur nature. Les mâles, par exemple, n'ont pas de testicules, pas de verge, pas de fourreau. C'est la raison pour laquelle il faut lire avec beaucoup de circonspection les ouvrages très nombreux traitant d'éducation, d'origine anglo-saxonne. De quel genre d'animaux parle-t-on? Il ne s'agit donc même plus d'animaux castrés, vous l'aurez compris, c'est bien pire. Le problème, c'est que de tels animaux n'intéressent que les ignorants. Informés, les candidats acheteurs prennent la fuite, on les comprend. Ouf, nous n'en sommes pas encore là partout. Il n'empêche, et même si personne n'ose le reconnaître et qu'il s'agit véritablement d'un sujet tabou, on observe depuis plus de 10 ans dans certains pays, en France par exemple, une chute quasi vertigineuse du nombre de chiens, avec pour corollaire la quasi-disparition de certaines races. Et pour un observateur libéral, il n'y a rien là qui ne soit très normal. Une activité, quelle qu'elle soit, ne peut exister et se développer que si elle peut s'exprimer dans toutes ses composantes. Une majorité de propriétaires de chiens, chats ou de candidats propriétaires n'envisage pas du tout de s'imposer les charges et les soucis d'une reproduction. Mais une petite minorité, plus passionnée, plus motivée, veut aller plus loin, et cela peut parfaitement se comprendre. Sans l'existence de cette minorité, c'est l'ensemble du secteur qui se réduit comme peau de chagrin. Contrairement à ce qu'ils pensent, les éleveurs professionnels ne devraient pas considérer les éleveurs amateurs comme des concurrents, mais comme des partenaires. L'élevage amateur ou familial est toujours possible dans certains pays. Il ne doit pas être découragé, mais au contraire soutenu. À condition bien sûr qu'il s'agisse réellement d'un élevage amateur. Des connaisseurs avertis et cultivés, passionnés, dont l'objectif n'est pas le rendement économique, mais la production d'animaux de qualité, équilibrés et bien élevés. Et bien sûr, cet exemple spécifique pourrait être étendu sans difficulté. Limiter la concurrence, c'est-à-dire la liberté, ne fait à terme le bonheur de personne, pas même celui des responsables de cette limitation. Depuis combien de temps l'homme et certains loups se sont-ils rapprochés? Hier, on parlait de 10 à 12 000 ans, début de la sédentarisation pour le premier des deux compères. Désormais, ces premiers pas communs semblent vouloir reculer toujours plus tôt. On parle sérieusement de 30 000 à 40 000 ans, date de l'apparition des cimetières de mammouths, dont le mystère se trouverait soudainement éclairci. Il ne s'agirait plus véritablement de cimetières, mais plutôt d'abattoirs pièges. Séparé du troupeau par l'habileté d'une meute à quatre pattes, un individu mammouth croyait trouver refuge dans un espace où l'attendait traîtreusement une autre meute criminelle, à deux pattes, celle-là. 30 000 ans, cela paraît impressionnant. Mais en réalité, cela ne l'est pas autant que vous pouvez le penser. Calculez. Tout au plus 7 à 8 000 générations de canidés. Moins de 1000 à 1500 d'humains. Mais oui, vous lisez bien. Pas plus de 8 000 reproductions entre ces loups préhistoriques et nos chiens de salon. Moins de 1500 accouplements divers pour ce qui nous concerne. Vous avez bien entendu. Entre vous et les chasseurs de la préhistoire, 1500 personnes ou plus. Entre votre chien de compagnie et les loups qui ont aidé votre ancêtre de cette époque, à peine 8 milliers de sujets. Voilà pourquoi sans doute, nous les humains, restons d'irrémédiables nostalgiques de viande grillée, voire crue. Voilà pourquoi certains de nos chiens se montrent-ils capables, dans certaines circonstances, de hurler comme des loups qu'ils sont encore un peu. Drôlement astucieux, ces premiers chiens de la préhistoire. Opportunistes, cela faisait déjà longtemps qu'ils patrouillaient derrière les hordes humaines, en grappillant les restes, ou parfois réussissant à leur chaparder certaines prises. Cela n'allait d'ailleurs pas sans risque, et plus d'un insolent voleur, un peu trop effronté, a payé de sa vie quelques excès d'audace. C'est que les humains n'avaient aucune raison de nourrir quelque sympathie que ce soit à l'égard de ces maraudeurs. Mais bientôt, ces derniers allaient se rendre compte qu'ils avaient les moyens de décupler le rendement de ces tueurs professionnels qu'ils suivaient à distance, en rabattant vers ceux-ci les gibiers effrayés, augmentant ainsi les restes escomptés. Et c'est ainsi que les futurs chiens ont commencé d'apprivoiser les humains. Et oui, au contraire de ce qu'on a longtemps cru, et de ce que continuent de répéter les ignorants,
Ce ne sont pas les hommes qui ont apprivoisé les loups, c'est le contraire. Passés les premiers moments de surprise, ceux-ci, qui malgré les apparences étaient fort loin d'être sots, ont bientôt compris tout le parti qu'ils pouvaient tirer de leurs nouveaux alliés. Mieux, à la roulette de la chance préhistorique, ils devaient bientôt se rendre compte qu'ils avaient tiré le gros lot. C'est que leurs camarades de carnage ont fait preuve de capacité d'adaptation tout à fait remarquable. Pourvu que l'on s'occupât d'orienter dans le sens voulu les accouplements, on sut produire très vite des lignées réputées pour un flair exceptionnel, d'autres particulièrement aptes à guider les troupeaux sauvages dans la direction souhaitée, sans blesser ni perdre aucun individu, et d'autres encore d'une vigueur et d'une férocité exceptionnelles, particulièrement efficaces pour lutter par exemple contre les loups restés sauvages, ou dans les combats contre d'autres hordes humaines ennemies. On en vint même à soutenir certaines familles chétives, dont on offrait les petits à l'attendrissement des rues de Cro-Magnon, qui s'en trouvaient ainsi rendues un peu moins farouches. Plus Cro-Mignonnes ? Du moins l'espérait-on. Il n'y a aucune chance que la nature sélectionne les espèces chétives. Mais ce n'est pas le cas de l'espèce humaine, qui peut avoir eu plaisir à élever les chiens qui continuaient d'inspirer certains sentiments de protection. D'où l'insurrection par notre espèce de sujets toujours plus petits, d'éternels bébés dans notre subconscient. Toutes ces manipulations génétiques restaient cependant dans des limites fortement raisonnables. Tout se décidait au niveau des familles de la horde humaine, et aucune famille ne se trouvait en situation d'assurer la nourriture de plus d'1 à 2 canidés adultes. Quant aux petits, et si cruel que cela puisse paraître aujourd'hui, on ne conservait vivants que ceux d'entre eux que l'on savait pouvoir placer quelque part au sein de la tribu. Oui, cela peut paraître cruel, mais jusqu'à une époque récente, et encore aujourd'hui dans de nombreux endroits du monde, on ne conservait pas, ou conservait rarement, tous les individus d'une portée. Et cela a fonctionné de la sorte pendant 7500 générations de chiens et 1500 générations d'humains. De petits élevages familiaux, uniquement cela, pilotés par de réels amateurs, aussi patients que fins observateurs. Avec des résultats qui ont en général donné satisfaction à chacune des deux parties, puisque les uns ont continué leur approche sélective et que les autres n'ont pas choisi de retourner à leur sauvage solitude. À présent, combien de générations de chiens finalement produites par des éleveurs professionnels ? Calculez comme vous voudrez, mais cela ne doit pas dépasser la centaine, avec des succès dont nous discuterons, mais dont nous avancerons dès aujourd'hui qu'ils sont au moins très contrastés. Le problème, c'est qu'au nom de résultats qui restent donc à prouver, certains voudraient bien volontiers faire allègrement disparaître toute forme d'élevage amateur familial, au profit d'un monopole exclusif d'élevage industriel. Mais si l'on met en balance les chiffres que je viens de citer, la question qui ne peut manquer de se poser est bien sûr celle-ci. Est-ce bien raisonnable ? Pour quel profit ? C'est de cela que nous allons désormais nous préoccuper. Je le redirai, je le démontrerai. Il existe d'excellents élevages professionnels. Mais cela n'empêche pas que l'élevage professionnel souffre d'un handicap majeur et irréductible. C'est précisément qu'il est professionnel. En effet, professionnel, cela signifie que la production de l'élevage doit à elle seule lui permettre de faire face à l'ensemble des coûts générés par cet élevage. Or, la production, ce sont les chiots ou les chatons vendus. Pour être viable, une telle activité doit nécessairement produire un nombre d'animaux suffisant. Or, ce nombre devient très vite impressionnant. Avez-vous déjà envisagé, par exemple, le nombre de chatons ou de chiots qu'il faut vendre pour assurer un seul salaire avec ses charges ? Si l'on admet, ce qui est aujourd'hui très optimiste, qu'un salaire avec ses charges représente en France, par exemple, un montant d'au moins 30 000 €, et que le prix départ élevage moyen d'un animal vendu excède rarement 500 €, il vous faut vendre un minimum de 60 chiots pour payer ce seul salaire. 60 chiots, soit 10 à 15 reproductrices chaque année, et donc 20 à 30 reproductrices présentes à l'élevage, une reproduction au plus tous les 18 mois, pour un seul salaire. Et pour l'instant, nous ne disposons pas du premier centime pour toutes les autres dépenses. Amortissement et entretien de l'immobilier,
alimentation et entretien des animaux et tous les autres frais. Il en résulte immédiatement deux conséquences importantes. La première est qu'un élevage industriel compte nécessairement un nombre significatif de reproducteurs. La seconde est que le pourcentage de personnel attaché à l'élevage, rapporté au nombre des animaux de cet élevage, est nécessairement très faible. Or, les animaux de compagnie ont besoin d'un contact personnalisé avec nous, c'est l'évidence. Et ceci est encore plus vrai pour ce qui concerne les chiots et les chatons. En l'absence d'un tel contact quotidiennement répété et suffisant, le phénomène de la socialisation, que nous traiterons dans un autre entretien, cette aptitude à des contacts faciles avec notre espèce, ne se produit pas ou se produit de manière incomplète. Oui, nous y reviendrons. Un jeune animal qui n'a pas de contact avec l'espèce humaine au cours de son jeune âge ne se socialise pas avec cette espèce. Désormais, le contact avec nous sera toujours délicat et parfois impossible. Bien sûr, certains traités scientifiques, tout en reconnaissant la nécessité de ce contact, prétendent que pour être efficace, ce dernier n'aurait pas besoin d'être long. Quelques minutes suffiraient. Et comme vous le pensez, les éleveurs professionnels se sont engouffrés dans cette brèche. Ils passeraient avec leurs chiots tout le temps nécessaire à leur socialisation, quelques minutes quotidiennes. Mais voilà qui laisse deux problèmes en suspens. Le premier est la réalité de cette durée minimale, dont l'appréciation n'a rien de scientifique et qui reste au contraire parfaitement empirique et donc tout à fait discutable. L'expérience montre en effet que les chiots élevés en famille et ayant profité d'un contact continu avec notre espèce présentent des capacités d'éveil et d'adaptation nettement supérieures à celles des chiots issus d'élevage industriel, même convenablement socialisés. Le second se rapporte à l'aspect qualitatif de ce contact quotidien. En effet, quelque bonne volonté que l'élevage professionnel puisse apporter à ce contact, à l'évidence, il ne pourra jamais rivaliser avec celui beaucoup plus naturel, spontané et surtout multiforme apporté par une famille. Il y a une grande différence entre le fait pour un chiot ou un chaton d'être mis en présence d'un humain quelques minutes par jour et de passer le reste de ses journées enfermé dans un box, et celui pour le même animal de vivre au sein d'une famille où les stimuli nouveaux sont permanents, continus et quotidiens. Il est tout simplement impossible de reproduire en conditions d'élevage autant de situations qui sont de nature à éveiller un jeune cerveau. Mais il y a plus. Et pour le comprendre, il faut en revenir au premier contact entre nos deux espèces. Une majorité de loups a toujours refusé quelque rapprochement que ce soit avec nous. Au contraire, une minorité a recherché ce contact, choisissant protection et alimentation plus faciles, en échange d'une relative perte d'indépendance. Résumons, d'un côté, des individus libres et sauvages, de l'autre, des animaux qui ont accepté de perdre une partie de leur liberté et de leur sauvagerie pour choisir notre compagnie. Maintenant, observons la situation de chiens dans un élevage industriel. Voilà des animaux privés de liberté et privés de notre compagnie continue. Une situation à l'évidence contre nature. On peut avancer, sans exagérer, que les animaux mis dans une telle situation ont en quelque sorte perdu sur tous les tableaux. Voilà qui explique mieux que long discours pourquoi les animaux des élevages industriels montrent de façon presque systématique des comportements profondément marqués par le stress et souvent à la limite de l'hystérie. Le bruit d'une feuille qui tombe, et voilà toute la meute qui entre en hurlements frénétiques, désordonnés, hystériques. Reconnaissons-le honnêtement. À une situation qui n'existe pas dans la nature, les animaux réagissent par des comportements qui n'existent pas dans la nature. Des comportements qui ne peuvent que nuire à leur équilibre psychique, voire à leur bien-être physique. Quant aux amateurs de chats, qu'ils soient sans illusion. La démonstration que nous venons de faire pour l'espèce canine s'étendrait sans la moindre difficulté au monde des félins. Pour les vrais connaisseurs, cette proposition est à ce point évidente qu'il n'est sans doute pas nécessaire d'insister plus avant. Un autre problème rapidement oublié et pourtant quotidien est celui des déjections. Ce n'est pas un secret, j'ai beaucoup observé dans plusieurs pays des chiens sans maître,
ainsi que d'autres plus ou moins attachés à une famille, mais jouissant dans les faits d'une complète liberté, pouvant aller et revenir comme bon leur semble, comme c'est encore le cas de beaucoup de chats de famille. J'ai d'ailleurs moi-même vécu dans de telles conditions avec plusieurs chiens. Ce qui m'a permis de constater que jamais, je dis bien jamais, un chien libre d'aller à sa guise ne commet de déjection dans le proche voisinage de son lieu habituel de vie. Ou dit autrement, les chiens se montrent très respectueux de leur milieu de vie. Certes, les mâles peuvent marquer leur territoire, mais mâles et femelles s'éloignent pour leur déjection. Il y a donc une tendance naturelle de l'espèce à ne pas souiller son lieu de vie. Paradoxalement, cette tendance est respectée pour les chiens que leurs propriétaires sortent quotidiennement à cette fin. Elle ne l'est plus pour les animaux qui vivent dans un espace clos, à moins que cet espace ne soit un parc d'une certaine taille. Elle ne l'est donc jamais pour les chiens vivant en élevage. Et il est vraisemblable que cette situation soit une forme de mal-être pour les animaux en détention. Un entretien bi-quotidien se révèle par conséquent indispensable, mais il ne constitue qu'un pis-aller. Qu'aucun canidé n'ait été conçu pour vivre enfermé loin de nous, nous venons de le démontrer. Mais l'anomalie représentée par la vie en grand élevage est encore plus grande que ses prémices ne pourraient le donner à croire. Sujet de consensus, le loup est un animal de meute. Une meute serait une collection d'individus strictement hiérarchisés. Mais nous y reviendrons, cette description qui fait consensus est en réalité une formidable fumisterie. La réalité est que les meutes de loups sont une vue de l'esprit, mais n'ont pas d'existence réelle. Ce qui existe, ce sont des familles, un couple reproducteur accompagné des rejetons des 2 ou 3 dernières portées. Mais ce qui n'existe pas, ce sont des individus matures au sein d'une même meute. Quand cela se produit, et cela se produit en effet, il s'agit de rapprochements de circonstances générés par un projet commun, la chasse d'un gros gibier par exemple, rapprochement qui ne dure pas plus que le temps du projet. Il peut se produire par exemple que plusieurs meutes se rassemblent pour chasser ensemble, mais cela ne dure que le temps de la chasse. La réalité est qu'une meute ordinaire comprend un couple de parents et un certain nombre d'individus qui sont tous les enfants de ce couple. Les enfants du couple peuvent choisir de rester dans la meute parentale jusqu'à leur maturité sexuelle, 2 ans. C'est dire que des adultes forcés de vivre à proximité les uns des autres se trouvent placés dans une situation qui ne rencontre aucune référence naturelle, rien dans leur mémoire génétique. Une situation par conséquent génératrice d'un stress intense et dévastateur. Les animaux des élevages industriels ne peuvent tout simplement pas être heureux. Répétons-le pour être clair, dans la nature, les individus matures ne vivent pas à proximité les uns des autres. Vivre en compagnie d'autres adultes, comme c'est le cas dans les élevages, est donc pour le chien une situation contre nature. Donnons-nous quelques instants pour réfléchir à ces notions, à l'aide d'un questionnaire de contrôle, et avant de poursuivre cette réflexion sur les avantages comparés de l'élevage familial et de l'élevage industriel. À très bientôt!